Chaque année, on rapporte environ 600 meurtres au Canada. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Le gars qui était en charge de l'enquête n'avait jamais vu quelque chose d'aussi horrible, d'aussi au Canada, d'aussi scabreux, d'aussi difficile à enquêter. Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Est-ce qu'il y avait un signe? Mais il n'y avait rien. Il est toujours resté le même, tout le temps qu'on l'a connu. J'étais fâchée de voir que quelqu'un d'aussi gentil, en fait, ne l'était pas. C'est quoi les images qu'il a des femmes dans son monde intérieur? Je pense qu'il y a beaucoup d'images de femmes inaccessibles. Comment quelqu'un comme lui pouvait être un tueur en série? Qu'est-ce qui est arrivé à mon ami Russ? Parce que le Russ que j'ai connu et aimé pendant 28 ans n'est pas le même homme que celui qui a commis ces atrocités. Le 25 novembre 2009, le photographe du journal Le Trentonian se rend sur la base militaire de Trenton, dans le sud-est de l'Ontario. La base militaire, là-bas, c'est la plus grosse base Air Force au Canada. Fait que c'est sûr que quand tu travailles à Trenton, je veux dire, il faut que tu sois sur la base quasiment tous les jours, puis il y a tellement de gens, il y a des milliers et des milliers de personnes qui travaillent là. L'homme doit photographier le commandant de la base, le colonel Russell Williams, qui participe à une levée de fonds pour un organisme de charité. Le scénario prévu pour ramasser de l'argent est plutôt original. C'est quelque chose qui est organisé avec la police de l'Ontario, la province provinciale. C'est... it was called Too Young to be a base commander. Puis tout simplement qu'il est too young, il est trop jeune. Ils disent qu'il est trop jeune pour être un commandant de la base militaire. Puis le maire de Trenton est trop jeune pour être un maire. Fait que la police va à leur bureau puis ils les arrêtent. Mais c'est juste pour lever des fonds. Fait qu'ils font ça à chaque année. Le colonel Williams, qui a pris le commandement de la base de Trenton en juillet 2009, participe à l'événement pour la première fois. Il écoute le représentant de l'organisme lui expliquer le concept des photos qu'ils vont prendre. Mais l'idée, c'était qu'ils leur mettent des menottes, ils les embarquent dans la voiture de police, puis ils les conduisent au poste de police, puis ils veulent avoir une photo en arrière des barreaux, là, dans une cellule. Contre toute attente, le colonel Williams réagit négativement à la proposition. Williams a refusé. Il voulait pas le faire, puis il voulait pas s'asseoir dans la cellule non plus pour la photo. Fait que... Pour moi, ça représente de façon symbolique la dimension qu'il n'accepte pas d'être dominé. Et une personne qui est enchaînée, qui est menottée, c'est une personne qui est dominée par les autres. Et il a tellement fui ce modèle-là en voulant devenir dominant que dans sa personnalité rigide, il ne peut pas accepter de jouer le jeu de ça. Pour lui, ça devient trop violent. Il veut, envers et contre tous, être toujours la personne dominante. Williams finit par accepter d'avoir l'air menotté sans l'être pour vrai. Et en aucun cas, il ne sera photographié derrière les barreaux. Le compromis semble satisfaire tout le monde. Jérôme Lessard ignore qu'à une quinzaine de kilomètres de la base militaire, dans une maison de Brighton, on est sur le point de découvrir le cadavre d'une femme sauvagement agressée. Cette mort va révéler une toute autre facette du personnage qu'il est en train de photographier. À 46 ans, le colonel Russell Williams est le plus jeune commandant des Forces armées canadiennes à diriger la base de Trenton. Il avait été promu très rapidement. Il était une étoile montante.
J'en déduis qu'il avait certaines qualités qui lui ont permis de réussir. Les plus importantes étant son potentiel et son habileté à diriger. Il y a aussi la personnalité, l'attitude très positive, le travail acharné. La passion de Williams pour l'aviation date de ses années universitaires. À l'époque, Russell Williams vient de vivre une rupture éprouvante. C'est en regardant le film Top Gun qu'il a la révélation de ce qu'il veut faire dans la vie. C'est vraiment ce qu'il voulait faire. C'était clair. Il est allé voir plusieurs fois le film Top Gun et je me suis dit, ah mon Dieu, il a perdu la tête avec cette idée de devenir pilote pour regagner le cœur de son ex-petit ami. Mais le désir de Williams n'est pas qu'un coup de tête. Il joint les forces armées canadiennes en 1987 à l'âge de 24 ans. Il commence son entraînement à Chilliwack, en Colombie-Britannique, pour devenir pilote de la Force aérienne du Canada. Il passe au travers de l'éprouvante formation et obtient ses ailes en 1990. Il l'a fait. Il est passé au travers. J'étais toujours très fier de ses réussites. Il m'a jamais mentionné « Oh, soit dit en passant, j'ai obtenu mes ailes aujourd'hui ». Il s'en est jamais vanté. C'était un gars humble qui poursuivait un rêve, celui de devenir un pilote. Dès 1992, il pilote des CC-144 Challenger et commence à transporter des personnalités publiques importantes. Ce sont des missions top secrètes et délicates dont Williams s'acquitte avec grand professionnalisme. C'est un des meilleurs pilotes qu'il y avait dans l'armée canadienne. Il était reconnu pour être un des plus calibres pilotes qu'il y avait. Fait qu'il était le VIP pilot qu'il appelle pour l'armée. Quand je regardais les photos et les autographes, je lui disais « Tu veux rire? T'as transporté Jean Chrétien, Sheila Copps, la reine. » Et il répondait « Ouais, j'ai juste fait mon travail. » Il en faisait pas tout un plat. Il était pas du genre à se bomber le torse et à dire « Regarde Jeff, comme je suis merveilleux, je suis meilleur que tout le monde. » Russ était pas comme ça. Le 25 novembre 2009, pendant que le colonel participe à la levée de fonds, l'amoureux de Marie-France Comeau est en route vers la rue Raglan, à Brighton. C'est là qu'habite Marie-France. Il lui a laissé un message la veille, mais elle ne l'a pas rappelé. Inquiet, il vient aux nouvelles. Il a le pressentiment qu'il lui est arrivé quelque chose de grave. Fille de militaire, Marie-France Comeau s'enrôle à 18 ans. Elle étudie à la base militaire de Borden, au nord de Toronto, pour devenir technicienne en trafic aérien. On était tous rassemblés pour un cours et quand je l'ai vue, j'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est une très belle fille. Je suis heureux qu'elle soit dans notre classe. » En 2009, le caporal Marie-France Comeau fait partie de l'escadron 437, directement sous les ordres de Williams. Il participe conjointement à plusieurs missions en Afghanistan et en Haïti. On se parlait au téléphone et il m'a dit « Il y a une Québécoise qui travaille avec moi et elle m'apprend à parler le français, à bien prononcer les mots. » Je lui ai répondu « Ah, parfait, c'est la bonne façon d'apprendre. » Il a ajouté « Oui, et son nom est Marie-France. » Je lui ai dit « Ah ouais, c'est un beau nom, Marie-France. » Marie-France Comeau est appréciée de tous. Elle est discrète et réservée, mais possède un solide esprit d'équipe. Elle n'a pas d'ennemis. L'amoureux de Marie-France frappe à la porte sans que personne ne réponde. Sa nervosité augmente d'un cran. Il fait le tour de la maison et remarque que la porte patio arrière est déverrouillée. Le cœur battant, il entre. Dans sa chambre à coucher, le corps de Marie-France Comeau gît, nu, sous un sac de couchage. Elle a des blessures à la tête et aux bras. Elle est morte, asphyxiée. Le 26 novembre 2009, à minuit 13, quelques heures après la découverte du corps, Russell Williams reçoit un courriel de la police l'avisant du décès du caporal Marie-France Comeau. Une heure plus tard,
il reçoit un deuxième message, lui indiquant qu'il s'agit d'une mort suspecte. Tout au long de l'enquête, Williams tient à être informé des moindres détails. On regardait la télévision et tout à coup j'ai vu sa photo apparaître à l'écran. Et on parlait de sa mort. Je me suis dit, c'est impossible. C'est épouvantable de penser que quelqu'un l'ait vraiment tuée. Un meurtre, c'est terrible. Mais la tuer, elle. Jamais je n'aurais cru que quelqu'un puisse un jour en vouloir à Marie-France. J'étais assommé. Sur la base de Trenton, les amis de Marie-France Comeau refusent d'accepter sa mort horrible. Militaires, parents et amis espèrent que la police identifiera rapidement le meurtrier. Mais celui-ci n'a laissé aucune trace derrière lui. Le 1er décembre 2009, le colonel Williams rédige une lettre de condoléances à la famille Comeau. Il écrit « Marie-France était une femme bienveillante et pleine de compassion. S'il vous plaît, laissez-moi savoir s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous. » Les jours passent. L'enquête piétine. Un vent de panique commence à souffler à Trenton et à Tweed, une petite localité paisible située à environ 50 km de la base militaire et à près de 200 km d'Ottawa. Le souvenir de 2 agressions sexuelles récentes non élucidées refait surface. Le 17 septembre 2009, à Tweed, vers 1h du matin, une femme s'est fait agresser à son domicile. Son assaillant, entré par effraction, lui a rapidement enveloppé la tête d'une tête d'oreiller. Il l'a attachée, battue, agressée sexuellement et photographiée pendant des heures. Le 30 septembre, toujours à Tweed, une autre femme a subi les mêmes sévices. La mort de Marie-France Comeau dans des circonstances analogues suggère aux enquêteurs qu'il pourrait s'agir d'une seule et même personne. L'agresseur de Tweed, le meurtrier de Marie-France Comeau, va-t-il frapper une autre fois? Le 25 novembre 2009, Marie-France Comeau est retrouvée morte, assassinée sauvagement par un meurtrier non identifié. Le caporal travaillait à la base militaire de Trenton, sous les ordres du colonel Williams. David Russell Williams est né le 7 mars 1963 en Angleterre. Ses parents immigrent au Canada et s'installent à Chalk River, en Ontario. Ils y rencontrent les Sofka, un couple avec qui ils deviennent amis. Williams a 6 ans quand il apprend que son père courtise Madame Sofka. Sa mère demande et obtient le divorce. Quelque temps après, elle-même épouse Monsieur Sofka et le couple déménage en banlieue de Toronto. Probablement, il s'est passé un certain nombre de choses dans son enfance où on peut comprendre que pour lui, d'établir des relations harmonieuses dans lesquelles il pourrait s'exprimer dans ses sentiments, ça a dû être très difficile, très jeune. Malgré tout, Russell Williams semble mener une vie amoureuse normale. Le 1er juin 2001, Russell Williams épouse Mary Elizabeth Harriman. Celle-ci occupe un poste de haut fonctionnaire dans une fondation caritative. 3 ans plus tard, en juillet 2004, Williams prend le commandement de l'escadron 437 de la base de Trenton. La même année, le couple achète une maison sur Causey Cove Lane, à Tweed. Comme Mary Elizabeth travaille à Ottawa, Russell Williams l'occupe seul la majorité du temps. Lui, il était toujours ici. Au début, sa femme venait le rejoindre les week-ends et il passait les congés, les longues fins de semaine ici. Il était très gentil, très amical. Comme elle, un couple très gentil. Le couple Harriman-Williams fait bientôt connaissance des Murdoch, leurs voisins immédiats. Les Murdoch et leurs 2 enfants créent rapidement des liens amicaux avec les nouveaux arrivants qui, eux, sont sans enfants. Mes parents et les Williams dînaient ensemble et ils jouaient aux cartes. On a eu l'idée de lui montrer à jouer au crib parce qu'il était le seul du groupe à pas connaître le jeu. Je m'assoyais avec lui et je lui montrais quoi faire. Au fil des ans, Russell Williams a appris à ne plus faire les plaisanteries d'un goût douteux qu'il affectionnait du temps de l'université.
J'ai rencontré Ross à l'Université de Toronto en 1982. On partageait la même résidence. À cette époque, Williams adore jouer des tours à ses amis. Le soin maniaque et la patience qu'il met à les préparer créent un indéfinissable malaise chez ses amis. Je me souviens. J'étais assis à mon bureau. Ça devait faire à peu près 30 minutes. Il était très patient. Et soudainement, il est sorti de la garde-robe pour me faire sursauter. J'ai eu la peur de ma vie. Bien, le fait qu'il ait du plaisir à jouer des tours, il y a deux aspects qui ressortent de ça. C'est que premièrement, il y a le côté prémédité. Je veux dire, c'est quelque chose qui planifie. Et ensuite de ça, il y a le non-respect de la propriété privée des gens. Ce comportement, qui aurait pu rester anodin, prend une toute autre signification quand on le met en relation avec le côté prédateur de Williams. Même chose pour son intérêt pour la photographie. Mais à l'université, personne ne se doute de la direction morbide que cette passion va prendre. J'étais pas un grand amateur de photographie. Ross en était un. Il avait l'œil pour ça. C'était sa passion. Je me souviens qu'il m'avait dit, il regardait mes caméras, puis il dit, oh yeah, photography, I love photography. He was like, I'm a really keen photographer. Maintenant, par après, c'est dur de rester un peu objectif, là, parce qu'on a une différente idée de lui maintenant. Certaines des photos qui ont été prises lorsqu'elle a été honorée sont disparues de son album. Elle ne les trouve plus. On craint qu'il se soit emparé de ces photos. C'est le principe du collectionneur qu'on retrouve. Là, c'est la même dynamique des sous-vêtements. Ça lui permet à la fois de se remémorer les événements, d'en avoir des trophées et en plus, même si ça peut paraître choquant, de pouvoir les utiliser pour vivre de nouvelles excitations sexuelles. Vers la mi-décembre 2009, peu après la mort de Marie-France Comeau, Williams et sa femme emménagent dans une superbe propriété d'un quartier chic d'Ottawa. Mary Elizabeth y passe le plus clair de son temps, alors que le colonel Williams continue de vivre à Tweed. Il profite de sa solitude pour faire de longues randonnées nocturnes. Une jeune fille de 27 ans habite en bordure de l'autoroute 37, qui relie Belleville et Tweed, où habite Williams. Jessica Lloyd vient de reprendre la maison familiale dont elle est très fière. La demeure est isolée, mais Jessica n'a pas peur d'y vivre seule. Russell Williams l'a aperçue à 2 reprises en empruntant l'autoroute 37 à bord de son Nissan Pathfinder alors qu'il rentrait chez lui à Tweed. Quelques jours plus tard, il se cache pour épier la jeune femme par une fenêtre pendant qu'elle s'entraîne sur un appareil. Au début des années 80, des viols ont été commis sur le campus de l'Université de Toronto, alors qu'on étudiait là. La direction de l'université avait demandé aux résidents d'accompagner leurs amies étudiantes dans leurs déplacements lors des cours du soir. Et Ross était l'un des premiers à offrir ces services. Alors, est-ce qu'il avait un problème avec les femmes? Absolument pas. Au début de janvier 2010, Jessica commence les préparatifs d'un voyage qu'elle veut faire à Cuba avec sa mère. Les 2 femmes sont très proches. À la même époque, l'horaire du commandant de la base de Trenton est très chargé. À la suite d'un tremblement de terre qui a durement éprouvé Haïti, le colonel Williams supervise l'envoi d'approvisionnement aux sinistrés, en même temps qu'il voit au rapatriement des travailleurs canadiens qui rentrent au pays. Le 15 janvier 2010, Williams est honoré pour ses 22 années de bonne conduite et de loyaux services dans les Forces armées du Canada. Après le grade de colonel, c'est celui de général. C'est la consécration. Il était sur le point de devenir le plus haut gradé de l'armée canadienne.
On constate comment il a gravi les échelons rapidement, mais pour lui, il était dans un environnement dans lequel il pouvait se sentir très, très bien. Et là, donc, il y a une carrière fulgurante qui lui donne l'impression que tout ce qu'il entreprend, de toute façon, ça va être couronné de succès. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, à 3 heures du matin, sous une pleine lune, 2 hommes roulent sur l'autoroute 37 entre Belleville et Tweed. Ils remarquent un véhicule utilitaire sport semblable à un Nissan Pathfinder, stationné dans un champ de maïs, non loin d'une résidence. Il s'agit de la maison de Jessica Lloyd. Le véhicule semble vide. Les 2 hommes trouvent la chose étrange, mais ne s'arrêtent pas. Le matin du 29 janvier 2010, le patron de Jessica appelle la mère de la jeune femme. Jessica n'est pas rentrée au travail et ne l'a pas prévenue. La mère de Jessica se rend à la maison de sa fille en bordure de l'autoroute 37. Elle y trouve son sac à main, ses clés et son cellulaire, mais aucune trace de Jessica. Elle appelle immédiatement la police. Les projets de voyage entre Jessica et sa mère tombent à l'eau. Les recherches pour retrouver la jeune femme de 27 ans commencent. Personne n'a idée de la conclusion surprenante à laquelle cette enquête va mener. La disparition mystérieuse de Jessica Lloyd, le 29 janvier 2010, donne lieu à des recherches en règle de son domicile et des environs. Les policiers passent la maison au peigne fin, mais ne trouvent rien. À Trenton, le colonel Williams poursuit ses activités régulières. Il continue de suivre de près l'enquête sur le meurtre de Marie-France Comeau, mais celle-ci piétine, faute d'indices. Une des dernières fois que je l'ai photographié là, en public, c'était fin janvier. Il était ici avec le ministre de la National Defense, Peter MacKay, et puis le gros boss de l'armée canadienne. Les 3 étaient là pour un tour de la base militaire là, pour supporter les troupes. J'ai passé 3 heures avec eux autres, puis je me souviens que il était très silencieux, il disait pas grand-chose. 20 ans d'armée et de discipline ont façonné la personnalité de Russell Williams. Il est passé maître dans l'art de contrôler les détails dans tous les domaines de sa vie. Sa femme et ses amis ne manquent pas d'occasion de s'en rendre compte. Je l'appelais Martha à cause de Martha Stewart, celle qui garde tout propre et bien rangé. J'ouvrais les portes de la garde-robe et ça ressemblait à une boutique pour hommes. Il y avait 1 pouce entre chacun de ses habits qui étaient parfaitement alignés. Même chose pour les souliers. On pouvait voir qu'il avait mis du temps pour tout ranger. Il est en train de nous dire qu'il va avoir de la difficulté dans la vie à faire des compromis. Évidemment, il faut regarder ça avec beaucoup d'attention parce que sur cette base-là, il va chercher à dominer son environnement. Dans l'après-midi du 29 janvier 2010, les enquêteurs dépêchés au domicile de Jessica Lloyd aperçoivent des traces de pas dans la neige. 2 séries d'empreintes différentes qui mènent à des traces de pneus. Ils prennent immédiatement des photos qui sont envoyées au laboratoire pour fin d'expertise. Le 30 janvier, l'un des hommes qui a aperçu le véhicule utilitaire sport, non loin de la maison de Jessica Lloyd 2 jours plus tôt, se rend au poste de police raconter son histoire. Les enquêteurs possèdent maintenant une date, une heure précise et un type de véhicule. Un pas de géant vient d'être fait. Le samedi 30 janvier 2010, au matin, le colonel Russell Williams se prépare à amener un contingent de soldats en Californie. Il est de retour le soir même à 18h30. Il se rend au bureau, travailler, puis rentre à Ottawa passer le reste du week-end avec sa femme. When did all this break loose for him? When did he lose control? Quand est-ce que tout s'est effondré pour lui? À quel moment a-t-il perdu le contrôle? Il était très bien structuré. Il était en contrôle de tout, bien organisé. Et puis après, il y a des gens hyper organisés, hyper propres. Il n'y a rien de mal à ça. Mais à quel moment a-t-il utilisé ce contrôle pour planifier ses crimes dans les moindres détails? Les policiers nous ont dit qu'il a pris beaucoup de temps pour épier ses victimes et savoir à quel moment il pourrait s'introduire chez elles en leur absence.
Je regarde ça et je pense qu'il était très détaché, très froid, sans émotion. Manifestement, il s'était entraîné pour se distancer de ses actions. Je ne sais pas comment il faisait pour être aussi calme après avoir commis un crime. C'est incroyable. Il a vraiment berné beaucoup de monde. Le 3 février 2010, la police provinciale de l'Ontario, l'OPP, joint ses forces à celles de la police de Belleville. L'OPP croit que la disparition de Jessica pourrait être liée au meurtre de Marie-France Comeau, ainsi qu'aux 2 agressions sexuelles du mois de septembre 2009. Les policiers recommandent aux femmes qui habitent seules de redoubler de prudence. Si les enquêteurs ont raison, c'est la première fois que l'agresseur laisse des traces. L'analyse des plus petites empreintes de pas confirme qu'elles proviennent bien des bottes de Jessica. Le spécialiste qui examine les empreintes de pneus laissées dans la neige dresse une liste des marques de véhicules possédant le même empattement. Un autre spécialiste identifie les pneus en question comme des Toyo Open Country HT. Les policiers ont ce qu'il faut pour passer à un nouveau plan d'attaque. Ils ont fait des barrages, l'OPP a fait des barrages, puis la police de Belleville, pendant une couple de jours, là, juste pour regarder s'ils ne pouvaient pas trouver des indices ou s'ils ne pouvaient pas trouver quelque chose d'intéressant. Le soir du 4 février 2010, vers 18h57, un Nissan Pathfinder équipé de pneus Toyo Open Country HT passe au barrage routier. Les policiers font signe au conducteur de s'arrêter. L'homme au volant est Russell Williams. Williams reconnaît qu'il a emprunté l'autoroute 37 le soir du 28 janvier 2010, mais il n'a rien noté de particulier. Il ajoute qu'il ne connaît pas Jessica Lloyd et qu'il est le commandant de la base militaire de Trenton. Pendant qu'il répond aux questions, un policier prend à son insu une photo du pneu avant gauche de son véhicule. Puis, Williams reprend la route en direction nord, sur l'autoroute 37. Il ignore que les enquêteurs viennent de le placer tout en haut de leur liste de suspects. Le lendemain, à 14h, le sergent détective Jim Smith, de l'unité des sciences comportementales de l'OPP, appelle Williams pour l'informer qu'il enquête sur la disparition de Jessica Lloyd et qu'il aimerait lui poser quelques questions. Williams se présente à 15h au poste de police à Ottawa. 3 minutes plus tard, l'interrogatoire de Williams commence. Williams, toujours en contrôle, répond aimablement aux questions et plaisante avec l'enquêteur. Il accepte facilement de donner un échantillon de son ADN et laisse un policier prendre les empreintes de ses bottes. La comparaison des empreintes données volontairement par Williams avec les traces de semelles laissées dans la neige à l'arrière du domicile de Jessica Lloyd la nuit du 29 janvier 2010 est concluante. Je pense qu'au moment de ce qui devenait son arrestation, il n'a jamais compris qu'il était menacé jusqu'à temps qu'il comprenne que maintenant il était piégé et qu'il ne pourrait plus s'en sortir. Un des moments les plus difficiles pour moi, c'est lorsque j'ai vu son interrogatoire à la télévision. C'était Russ comme dans la vraie vie. Je le voyais marcher, il souriait, il mâchait de la gomme, il portait des jeans comme d'habitude. Mais la terrible réalité, c'est qu'il était interrogé en rapport avec ces horribles viols et meurtres. C'est là que ça m'a bouleversé. J'ai réalisé que c'était vraiment Russ. Les enquêteurs sont convaincus de la culpabilité de Williams, mais ils ont besoin de ses aveux. De plus, ils n'ont toujours pas retrouvé Jessica Lloyd. Le commandant de la base de Trenton a-t-il vraiment à voir avec la disparition de la jeune femme? Le 7 février 2010, après 3 longues heures d'interrogatoire, Williams apprend que des policiers sont sur le point de perquisitionner ses 2 résidences. 20 minutes plus tard, dans le but de minimiser l'impact sur sa femme,
il confesse le meurtre de Jessica Lloyd, commis dans la nuit du 29 janvier. Dans les jours qui ont précédé le crime, Williams a inspecté les lieux et noté les allées et venues de la jeune femme. À 22h36, le 28 janvier, Jessica Lloyd envoie un message texte à une copine pour lui dire qu'elle est bien rentrée chez elle. C'est le dernier message de Jessica. Vers minuit, au volant de son Nissan Pathfinder, Williams se rend près de la maison de Jessica. Pendant qu'il surveille la fenêtre de la chambre de la jeune femme, Williams voit une voiture de police s'arrêter tout près. Il va immédiatement se cacher. Fait qu'elle a arrêté, elle trouvait ça un peu suspect, fait qu'elle est arrêtée, elle a cogné à la porte, mais il n'y avait pas de réponse. Elle savait pas ce qui se passait, pour elle c'était juste curieux. Russell Williams était dans le bois, puis il pouvait avoir. La policière repart, convaincue qu'il n'y a personne dans la maison. Williams, qui a enfilé une cagoule, pénètre dans la maison par la porte-fenêtre débarrée. Grâce au faisceau de sa lampe torche, il trouve son chemin jusqu'à la chambre. Il s'approche du lit. Au moment où il vient pour frapper Jessica avec sa lampe, elle se réveille. Elle hurle, mais il lui ordonne de se taire. Il lui met du ruban adhésif sur les yeux et retire sa cagoule. Williams la renverse et lui attache les mains derrière le dos avec la corde qu'il a apportée. Jessica est terrorisée. Il la prend en photo. Puis, il fouille dans les tiroirs de lingerie de la jeune femme. Toute la nuit, il lui fait porter divers sous-vêtements. Il l'oblige à prendre des poses et la photographie. Elle collabore, espérant ainsi qu'il lui laisse la vie sauve. Il la viole à répétition et filme les agressions sexuelles. Williams décide d'emmener Jessica Lloyd chez lui pour continuer ses agressions sans craindre l'arrivée d'un témoin gênant. Épuisée, Jessica s'écroule dans le lit de Williams. Il la laisse dormir. Dans sa tête, c'est clair que jamais il va vouloir laisser de traces, donc c'est sûr qu'il va détruire les personnes et qu'il va les assassiner. Finalement, ce qu'il dit aux gens, c'est « j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi, donc tu m'appartiens totalement et ta vie m'appartient. » Au bout de quelques heures, Jessica se réveille et simule une crise d'épilepsie, espérant que Williams aille chercher du secours. Williams s'assoit près d'elle et lui caresse le visage. Il filme longuement les convulsions de Jessica. Après l'avoir photographiée et agressée de nouveau à plusieurs reprises, il lui donne des fruits et lui laisse croire qu'ils vont partir. Il lui met du ruban adhésif sur la bouche. Alors qu'elle se dirige vers la porte, Williams la frappe à la tête avec sa lampe de poche. Elle tombe inconsciente sur le plancher. Puis, il l'étrangle jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Il prend 3 photos de Jessica morte. Il va porter le corps dans le garage et part pour la base de Trenton. Il dort quelques heures sur son lit de camp avant de partir pour la Californie, comme si de rien n'était. Ça fait peur parce que c'est un vendredi et je travaillais seulement à 16 heures ce jour-là. Quand il la retenait chez lui, j'étais donc ici, juste à côté. C'est surréel. À son retour de Californie, il va passer le week-end avec sa femme à Ottawa. Lorsqu'il en revient, le cadavre de Jessica Lloyd repose dans le garage depuis 4 jours. Williams va le porter à une dizaine de mètres du chemin Carey, derrière un rocher, sans prendre de précautions pour le dissimuler. Après avoir confessé l'horreur, Russell Williams demande au détective de lui fournir une carte géographique. Il lui indique l'endroit où il a disposé du cadavre de Jessica Lloyd. Les policiers envoyés sur place le trouvent sans difficulté. Pour la famille de la jeune femme, ce qui restait d'espoir vient d'être anéanti. La douleur les submerge. Les enquêteurs ne sont pas prêts à laisser aller Russell Williams. Marie-France Comeau travaillait sur la base de Trenton et Williams connaissait ses allées et venues.
il décide de le questionner également sur ce meurtre. Williams demande une fois de plus qu'on épargne sa femme et passe aux aveux. Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2009, après avoir épié la maison de Marie-France Comeau, Russell Williams s'y introduit par une fenêtre du sous-sol. Il est persuadé que la jeune femme est endormie. Sa surprise est grande de la voir descendre les marches. Marie-France veut s'assurer que son chat est bien rentré pour la nuit. Elle croit qu'il est descendu au sous-sol. C'est alors qu'elle aperçoit, à demi dissimulé derrière la fournaise, un homme cagoulé. Elle hurle. Williams se jette sur elle. Elle se débat de toutes ses forces, le repousse, le griffe. Mais il la maîtrise en la frappant avec sa lampe de poche. Elle tente de fuir, mais Williams l'immobilise au sol. Je suis surpris qu'elle se soit débattue. Ça ne traduit pas sa personnalité. Elle n'aimait pas la confrontation. Mais je suis fier qu'elle ait résisté et j'aurais souhaité qu'elle s'en sorte. Toute la nuit, elle résiste à son agresseur. Williams l'attache, la bâillonne, la viole à plusieurs reprises. Il photographie tout. Il filme même sa mort. On voit qu'il est en colère contre les femmes. Ça, c'est assez évident. Ça suggère que tout le mépris qui va véhiculer auprès d'elle, c'est qu'à la base, il n'arrive pas à les comprendre et que s'il ne les comprend pas, c'est que derrière ça, il y a énormément de peur. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de l'horreur. Russell Williams avoue également être responsable des 2 agressions sexuelles de septembre 2009. Il reconnaît aussi un nombre incalculable d'entrées par effraction et de vols de lingerie féminine effectués durant ses longues promenades nocturnes. Les enquêteurs vont fouiller les maisons de Williams à Tweed et à Ottawa, aux endroits que Williams leur a indiqués. Avec stupeur, ils découvrent des centaines de sous-vêtements féminins, des milliers de photos dissimulées dans les plafonds et dans le disque dur externe de l'ordinateur. Fidèle à sa manie de tout classer, Williams a inscrit la date, le lieu et l'heure à laquelle elles ont été prises. Le gars qui était en charge de l'enquête là, pour la police de l'Ontario nous disait là, à la fin du procès que les autres, ils n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi horrible, d'aussi au Canada, d'aussi important, mais d'aussi scabreux, d'aussi difficile à enquêter. Ouais. Parmi les trophées que Williams a conservés, les enquêteurs découvrent avec répulsion les enregistrements vidéo de ses agressions et des 2 meurtres. Comment cet homme respecté, ce haut gradé des forces armées, a-t-il pu sombrer dans une si totale déchéance? La justice lui accordera-t-elle un châtiment à la mesure de l'horreur? Le 7 février 2010, Russell Williams est arrêté et accusé des meurtres au 1er degré du caporal Marie-France Comeau et de la jeune Jessica Lloyd. La population de Tweed et des environs, ainsi que les militaires, apprennent avec consternation que le fier commandant de la base de Trenton est un horrible assassin. L'homme que j'ai connu pendant près de 30 ans, mon bon ami que j'avais en si haute estime, était un gentilhomme, un citoyen exemplaire, qui a jamais abusé d'alcool et des drogues. Il n'était pas un homme à femme. Je me disais que quelque chose clochait. Ils avaient le mauvais gars. C'est tout ce à quoi je pouvais penser. Russell Williams fait face à 2 autres chefs d'accusation pour séquestration et agression sexuelle, ainsi qu'à 82 chefs d'accusation supplémentaires pour entrer par infraction dans le but de s'emparer de lingerie féminine. Son besoin de se photographier en femme, ça renvoie à 2 images opposées. C'est d'abord son côté narcissique, qui peut être une femme, mais en même temps son côté méprisant des femmes. On sent tout le mépris qu'il a d'elle en essayant de donner une image qui là devient totalement grotesque. Quand j'ai vu les photos de Russ qui portait des sous-vêtements, je l'ai trouvé bizarre. Il se ressemblait pas. Oui, je le reconnaissais, mais je regardais ses yeux et c'est comme s'il n'était pas lui-même.
Il y avait une étrange expression dans son visage, et son regard était totalement différent. Ses voisins, les Murdoch, sont encore plus abasourdis quand ils apprennent que Williams a commis ses 3 premières entrées par infraction, avec vol de lingerie, chez eux. Il s'est introduit par effraction chez nous à 3 reprises et s'est emparé de sous-vêtements féminins. Je croyais que c'était les miens, parce que quand je pense à des sous-vêtements féminins, je pense à des sous-vêtements pour femmes, pas pour enfants. Mais c'était ceux de ma fille. Et les policiers nous ont dit qu'ils avaient volé des photos de ma fille. Je pouvais pas le croire. Pourquoi prendre des objets appartenant à un enfant? Target my daughter. Why would he take some of her stuff? Que s'est-il passé pour que le brillant élève officier, le surdoué qui suscitait l'admiration de tous, tombe si bas? Ces perversions ont-elles toujours été présentes, mais gardées en laisse? Ou sont-elles apparues au fur et à mesure qu'il gravissait les échelons du pouvoir? C'est certainement pas le Ross que j'ai connu durant 28 ans qui a commis ces crimes. Quelque chose d'horrible s'est produit en lui. À 44 ans, on ne devient pas soudainement un désaxé sexuel qui s'introduit dans les maisons des femmes pour voler leurs sous-vêtements. C'est pas encore possible pour moi de réconcilier les 2 individus qu'on voit. Le professionnel que je connaissais et le criminel qu'on remet en prison aujourd'hui. Qui a réussi à garder ça sous une forme latente pendant autant d'années, c'était en lui, mais le côté de passer à l'acte dans des gestes aussi violents, c'est très, très rare qu'on voit ça apparaître à l'âge de plus de 40 ans. Quand vous montez en grade, on vous accorde davantage d'importance. Tout à coup, vos responsabilités autant que votre visibilité sont plus grandes. Je ne sais pas comment il a fait pour pouvoir si bien camoufler ses crimes. D'autant plus qu'il était commandant de la base. Incarcéré, en attente de son procès, Williams tente de se suicider. Les gardiens réussissent toutefois à lui sauver la vie. Dans son cas, c'est la pire souffrance parce que ça devient la déchéance sociale. Toute l'illusion de ce qu'il paraissait être, tout s'effondre. Le 26 août 2010, Williams abandonne son droit à une enquête préliminaire. Son procès débute le 7 octobre 2010 à Belleville. Lors de l'audience, la mère et le frère de Jessica Lloyd tiennent une photo de la victime entre leurs mains pour que personne ne l'oublie. Williams plaide coupable. Il écope de 2 peines simultanées de prison à vie, sans possibilité de libération avant 25 ans. De plus, il reçoit une sentence de 10 ans pour chacune des 2 agressions sexuelles. À cela, s'ajoutent des peines d'1 an de prison pour les vols et entrées par infraction dans des résidences privées. Les chances sont fortes qu'il ne sorte jamais de prison. Dès que les sentences sont prononcées, les forces armées canadiennes destituent Russell Williams de son grade de colonel. Ils l'expulsent de leur rang et le dépouillent de ses médailles qui sont brûlées en même temps que ses uniformes militaires. Russell Williams purge sa longue sentence au pénitencier de Kingston, en Ontario. Comment quelqu'un peut vivre avec ça sur la conscience? Non seulement il a vécu avec ses secrets, mais il a gardé les pièces à conviction, les photos en souvenir de ses crimes. C'est ce que je me demande. Qu'est-il advenu de sa conscience? Personne ne va croire à ses chances de réhabilitation. Il est vraiment dans un univers fermé qui, à la base, correspond à sa pathologie. Il est dans une personnalité fermée et maintenant il vit dans un univers fermé. Au sommet de la hiérarchie militaire, Russell Williams a piétiné les valeurs mêmes qu'il avait juré de défendre. Il s'est servi du pouvoir que lui a donné l'armée
pour humilier et assujettir ses victimes. Marie-France Como et Jessica Lloyd resteront à jamais dans notre mémoire. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?